de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté travaille d'arrache-pied à cette problématique qui n'est pas malheureusement nouvelle sur le métier en tension. Et là, cette année, en tout cas, on a mis un effort particulier sur le métier aide-soignant, c'est pourquoi je vous le présente aujourd'hui. Pour autant, on a bien conscience des difficultés et des tensions sur les autres métiers, qui sont déjà, bien sûr, les métiers médicaux et puis aussi le paramédical avec les métiers de la rééducation qui posent vraiment problème aujourd'hui et où l'ARS accompagne les professionnels dans leur installation et on a des dispositifs quand même qui vont essayer de pallier un peu cette difficulté, mais c'est bien du palliatif parce qu'on a vraiment une grosse problématique effectivement au niveau du nombre de personnes qui sont aujourd'hui attirées par le métier et en tout cas aussi dans leur installation par certains territoires qui posent plus de problèmes que d'autres. Donc là, par rapport à notre problématique sur le métier d'aide-soignant, depuis janvier 2019, donc on peut passer à la première dia. Merci. Donc en fait, depuis le début de l'année 2019, nous avons souhaité mettre en place un groupe de travail au sein de l'ARS, parce qu'il est vrai que nous avons été interpellés de nombreuses fois par des établissements de santé. Alors au départ, c'était essentiellement des EHPAD qui nous sollicitaient, et puis très vite, ça a été aussi les établissements de santé qui ont beaucoup de difficultés pour recruter. Et puis on s'est rendu compte parallèlement à cela que les écoles que l'on accompagne aussi étaient en très grande difficulté pour faire entrer des candidats dans les formations. Donc là, je vous ai donné un petit peu quelques chiffres. Donc la baisse du nombre de candidats dans les instituts de formation, nous étions à 12% l'an passé sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et là, cette année, nous venons de faire le bilan pour cette rentrée 2019, où là, nous sommes à 20% de déficit par rapport... alors je vous rappelle que ça n'est pas un quota que nous avons sur les écoles d'aides-soignantes, puisque les quotas sont sur les métiers comme infirmiers, comme kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes. Et donc l'Agence régionale de santé va faire remonter chaque année au ministère les besoins au niveau de ces quotas. Et le ministère ensuite octroie des quotas par année. Donc là, sur les quotas infirmiers, en tout cas pour la Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes à 1350 infirmiers formés sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et à ce jour, en tout cas sur notre région, c'est pas sur les infirmiers qu'on va avoir la plus grosse tension, même si effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, on va avoir effectivement quand même une tension qui se dessine, mais la très grosse tension que nous avons... C'est le vôtre? Non, c'est pas le mien. Ça doit être celui qui ne devrait pas fonctionner. C'est le deuxième. Pardon. Oui, donc en fait, on va avoir une diminution la notable cette année, donc de 20%. Et donc ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, la baisse d'attractivité du métier. Alors vous le disiez effectivement, les médias nous donnent des images qui ne sont pas toujours très très attrayantes et qui ne donnent pas forcément envie aux jeunes gens de s'orienter sur ces métiers-là. On a aussi un gros problème, c'est-à-dire que dans les instituts, on va avoir des personnes qui réussissent le concours et qui pourraient rentrer, mais qui n'ont pas de financement, donc qui ne rentrent pas en formation. Et puis, on a les personnes qui sont titulaires du baccalauréat, ce que j'évoquais tout à l'heure, et en tout cas les bacs pro, qui cette année ont postulé sur Parcoursup, alors que précédemment, on en avait très très peu qui se présentaient au concours d'entrée en formation infirmière. Et là, cette année, alors, étant donné qu'il n'y avait pas de concours, parce que c'est vrai que personne n'aime passer des concours, c'était pour eux une facilité de s'inscrire sur Parcoursup.
Et pour autant, on sait bien qu'on a des personnes qui ne sont pas rentrées dans les écoles d'infirmiers. Mais ils ne sont pas non plus rentrés dans les IFAS. Ce qu'on a essayé de faire très très rapidement avec le rectorat cet été, c'est de réorganiser une sélection pour des personnes qui étaient échouées de Parcoursup et qui auraient quand même voulu entrer en formation aide-soignante. Donc le rectorat a renvoyé cette possibilité-là et on a refait une petite sélection pour essayer d'entrer de nouvelles personnes en formation. Mais ça, c'est une goutte d'eau voilà, par rapport au déficit que nous avons. On peut passer à la diapositive suivante. Donc là, on ne voit pas bien. La prochaine est plus explicite. Voilà. Donc en fait, c'est la cartographie par rapport à notre région, où on va avoir 8 instituts de formation d'aide-soignants sur la Franche-Comté, avec 558 places de disponibles, et puis on a 17 instituts sur la Bourgogne, avec 610 places. Donc tout ça pour dire que le maillage territorial, il est quand même très bien fait. Le conseil régional tient beaucoup à ce maillage territorial et je pense qu'ils ont tout à fait raison. Ce sont des personnes qui se déplacent peu pour aller se former. Donc il est vrai que l'offre de formation doit être au plus proche. Donc on a 1168 places sur la région et donc je vous le disais, ce ne sont pas des quotas. Ce sont des places qui sont octroyées par le conseil régional, puisque le conseil régional est le financeur, avec Pôle emploi, dans certains cas de figure, le financeur de la formation. Même si, effectivement, ces instituts sont rattachés, pour la plupart, à des établissements de santé. Certains sont rattachés à des lycées. Le profil des apprenants que nous avons, on a 44% quand même qui sont demandeurs d'emploi. On a 33% des étudiants qui sont étudiants et puis après qui reviennent justement sur des filières courtes, donc ils ont des bacs plus. On va avoir 21% de salariés, ou alors des personnes qui sont déjà dans la fonction publique hospitalière. On a 37% qui ont un bac, plus d'un bac. 55% qui ont le niveau bac, 6% sur 2 ans après le bac, et vous voyez, bon, après ça c'est 2% plus de 2 ans après le bac, donc c'est quand même plus rare, mais on en trouve quand même. On a des personnes qui vont rentrer avec des Master 2 parfois pour faire des formations d'auxiliaires de puériculture, formation qui est très 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 demandée avec peu de place. Et donc on a quand même 94% qui sont originaires de la région Bourgogne-Franche-Comté et qui vont rester sur la région, puisque 90% travailleront sur la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Là j'ai fait un petit rappel par rapport aux voies d'accès, par rapport à la formation. Parce qu'il y a peut-être des méconnaissances au niveau de la gestion des ressources humaines. Et là, on a pu s'en rendre compte en menant une action sur les VAE collectives. C'est-à-dire que les personnes qui sont en emploi parfois dans des établissements et qui n'ont pas de diplôme peuvent accéder par certaines voies à la formation, des voies qui sont facilitées. Et puis, il faut aussi bien savoir que certaines personnes qui ont des bacs professionnels peuvent accéder à la formation courte et pas forcément à une formation longue. Donc, c'est important quand même de bien les éclairer quand ils sont dans l'établissement, parce que c'est vrai que la voie d'entrée n'est pas uniforme, elle est assez complexe en formation aide-soignante. Donc, on est bien sur des admissions sur concours pour la plupart. Et pour les personnes qui ont déjà des expériences ou qui ont un bac professionnel, SAPAT et ASSP, ce sont des sélections, donc c'est différent. On va voir le dossier scolaire, on va faire un entretien, mais on n'est pas sur un concours. Donc c'est aussi important de transmettre ce message-là pour que les jeunes gens soient un peu moins impressionnés pour l'entrée en formation. Parce que le concours aide-soignant, il est vrai, il n'est pas très très facile d'accès et ça peut rebuter quelques-uns. La durée de la formation, elle est courte, c'est une formation de 10 mois. Et donc le financement est essentiellement le conseil régional, Pôle emploi, les employeurs, les OPCA,
Et donc, les effectifs sont, je vous l'ai dit, définis par le conseil régional. On peut passer à l'autre diapo. Donc, les personnes qui travaillent avec nous sur ce projet, alors, vous voyez, ils sont assez divers, mais on va avoir des grands acteurs qui sont importants. C'est bien sûr le conseil régional et l'ANFH qui va travailler avec nous, et le rectorat, parce qu'ils sont vraiment là en amont et on a besoin d'eux pour la communication et pour arriver à avoir des actions qui soient pertinentes. Donc on peut passer à la slide ensuite. Le volet formation, donc on va avoir un cursus donc court qui va être privilégié, c'est-à-dire que jusqu'alors les instituts de formation des aides-soignants avaient la possibilité de faire soit un cursus long, même avec un bac ASSP SAPAT qui permet d'avoir un cursus court, ou alors de faire un cursus court en fonction des demandes des apprenants. Là, avec ce plan d'action que nous avons développé au sein de l'ARS, c'est de dire aux instituts de formation de privilégier forcément les parcours courts. Donc des gens vont rentrer en formation là en septembre et ils seront diplômés en avril. Ce qui fait que pour les employeurs, ça change quand même, c'est-à-dire qu'on va avoir une sortie en avril et une sortie en juillet. Et donc pour l'été, en tout cas c'est ce qui nous avait été demandé, pour l'été, le fait d'avoir des emplois déjà depuis avril, ça nous permet quand même au niveau des établissements d'être un peu plus souple. Donc là, cette année, on a beaucoup d'IFAS dans la région qui ont joué le jeu du parcours court et qui incitent les jeunes gens à faire ce parcours court. Alors le problème, c'est qu'il y avait eu à un moment donné une difficulté de prise en charge, c'est-à-dire qu'il était plus aisé de se faire prendre en charge quand on était sur un parcours long que sur un parcours court. Mais ce n'est pas logique, puisque le bac pro SSP SAPAT donne déjà des modules, donc ce n'est pas la peine de les refaire et de perdre du temps alors qu'on peut être diplômé plus tôt. Donc ça, c'est une action qu'on a menée cette année, qu'on va continuer encore à mener, et on travaille de façon très très régulière avec les instituts sur le sujet, mais aussi avec le conseil régional. Donc on a aussi le volet de la certification qu'on a activé. On s'est rendu compte que dans certains établissements qui nous alertaient, parce qu'on a des alertes sur l'ARS sur le fonctionnement, parce que les établissements se disent en très très grande difficulté justement pour assurer la qualité des soins au regard du nombre de professionnels manquants. Et là, donc, par rapport à des établissements qui ont sur des EHPAD, donc là on est sur le secteur de la gériatrie essentiellement, qui sont en très grande difficulté et qui emploient ce qu'on appelle des faisans fonction d'aides-soignants, nous avons déployé une méthode cette année qui est un peu expérimentale, oui, c'est expérimental, c'est-à-dire qu'on déploie la VAE collective sur 4 établissements, là, donc 2 en Franche-Comté et 2 en Bourgogne, sur les établissements qui nous ont justement alertés, où on va proposer à un groupe de se présenter à la VAE, mais en les accompagnant collectivement. Précédemment, la VAE, les personnes se présentent, mais parfois l'employeur n'est même pas au courant. Et on sait bien que le parcours VAE, c'est un parcours qui est très difficile. Donc les personnes se présentent au jury. Au jury, on leur dit ben non, il y a encore tel et tel module qui n'est pas validé, il faudra revenir l'année prochaine ou faire un complément de formation. Et tout le monde s'épuise. Le candidat s'épuise, l'employeur s'épuise. Et donc là, l'idée de la VAE collective, c'est vraiment de sélectionner un groupe. Donc on a fait un positionnement ARS, DRJSCS sur des candidats potentiels. Et donc on va les accompagner pendant une année. On les présentera au jury en septembre l'année prochaine. Et on a sélectionné un organisme de formation qui va leur apporter ce qui leur manque pour se présenter au jury. Donc l'idée, c'est de se présenter au jury pour valider d'emblée la VAE. Donc là, on est sur le public aide-soignant et on est sur 4 établissements qui expérimentent. On souhaite, si l'expérimentation est positive, qu'elle soit prolongée l'année prochaine sur un plus grand nombre d'établissements. Est-ce que je peux apporter un complément là? Oui, c'est une information qui arrive, parce que vous parlez de la VAE. Vous
vous savez que depuis des années, l'État met en place des contrats aidés. On a appelé sous plusieurs noms, des CAE et tout ça, et qui sont devenus des PEC, des parcours emploi compétences. Le secteur de la santé n'est pas très très friand. Je dis tout de suite, mais il y a plusieurs métiers, mais effectivement, tout ne se prête pas. Mais pourquoi je parle de VAE? Il faut savoir que depuis là, on est en septembre, il y a un dispositif de VAE qui est mis en place par rapport aux personnes qui rentrent en parcours emploi compétences. Ça veut dire qu'on va profiter de la période du parcours emploi compétences, si c'est 1 an, pour pouvoir être accompagné, là en l'occurrence c'est par l'AFPA ou d'autres organismes, pour qu'à la sortie de ce temps de contrat aidé, ils puissent faire valider par le biais de la VAE. Donc il y a un financement qui est prévu dans ce cadre-là. Ça peut être une solution, bon, on parle des ASH, pour des personnes qui effectivement, et même pour les employés qui se disaient, je n'ai pas obligatoirement les moyens pour accompagner la personne, pour faire la VAE et tout ça. Aujourd'hui, dans le cadre du parcours emploi compétences, maintenant, on peut effectivement, dès l'entrée dans le parcours emploi compétences, mobiliser le dispositif de VAE avec un accompagnement. Je vous dis, ça commence là en septembre. C'est une information, c'est bon à savoir pour des contrats aidés, quel que soit le secteur. L'idée là dans la VAE collective, c'est vraiment de mobiliser l'établissement sur l'accompagnement de la personne qui souhaite se présenter. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois des employeurs ne sont pas au courant, donc ils ne vont pas accompagner la personne dans le développement de ses compétences. Alors que là, avec l'organisme de formation qui a été sélectionné, on rencontre les cadres et les soignants du service qui vont être tuteurs et qui vont pouvoir aussi agir là où on va avoir identifié des carences dans le parcours pour se présenter au jury. Par exemple, je pense au module ergonomie, où on peut, déjà quand on travaille en EHPAD, déjà mobiliser plein de choses qui permettront effectivement d'être plus pertinent quand on se présentera au jury. Donc là, on verra là, au niveau de nos résultats ce qu'on va obtenir, mais je pense que ça peut être aussi un levier intéressant parce qu'on sait que dans les EHPAD, là aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui font fonction et c'est quand même dommage de ne pas les accompagner vers la certification. En plus, c'est des personnes qui ne souhaitent pas entrer dans une formation, forcément aller à l'IFA, ceux qui se trouvent à 50 km de chez eux. Ils souhaitent vraiment être accompagnés localement, ce qu'on fait là, puisque l'organisme de formation se déplace sur l'établissement, puisqu'on a un nombre important de personnes. Donc, ils peuvent se déplacer pour apporter des contenus. Vous disiez tout à l'heure que la formation était quand même un peu rigidifiée. Et là, justement, il y a une ouverture avec la formation qui vient dans les établissements et qui apporte au niveau des modules qui sont manquants pour une présentation plus pertinente au jury. Donc là, les établissements, on a avec l'ANFH ouvert un marché et on a demandé aux établissements de se positionner. Et on a effectivement des établissements qui se positionnent, qui sont des instituts de formation soignants. Donc ça montre aussi leur souhait de travailler un petit peu autrement. On peut passer à la diapositive suivante. Donc il y a aussi effectivement cette problématique de l'attractivité. Donc nous avons identifié qu'il y avait une médiatisation qui était négative et donc une représentation parfois erronée du métier. Nous avons organisé là, avec ma collègue de Franche-Comté, des interventions au niveau de l'ensemble des lycées de la Bourgogne et de la Franche-Comté pour parler de la formation des soignantes et du parcours court pour les bacs pro, pour qu'ils puissent identifier qu'ils ont bien cette possibilité-là, ce qui malheureusement n'est pas forcément une information qu'ils ont. C'est un petit peu malheureux, mais ils ne sont pas toujours bien au fait des possibilités qu'ils ont au niveau de la formation. Donc on incite aussi les IFAS à développer leur communication. Là, cette année, en Bourgogne, avec le rectorat, nous allons organiser des forums, un par département, parce que le rectorat n'avait pas jusqu'alors de forum santé. Donc là, on va l'organiser en partenariat avec les instituts de formation, mais pas que aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes. On a des ergothérapeutes aussi sur Nevers.
Et donc l'incitation aussi des établissements de santé à construire en partenariat avec les instituts un dispositif d'accueil, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de jeunes gens qui rentraient en formation et qui abandonnaient dès le début de la formation. Quand on les interroge sur pourquoi ils abandonnent, c'est souvent voilà, l'image qu'ils ont eue du métier, mais aussi l'accompagnement qu'ils ont eu lors des stages, qui les a un petit peu refroidis, et ils changent d'orientation. Alors c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, les conditions de travail aujourd'hui ne sont pas forcément simples pour les soignants. L'encadrement, c'est quelque chose qui aussi pèse parfois dans des services où c'est déjà difficile. Et donc l'accueil n'est pas toujours voilà, de qualité, et ça c'est ressenti par les jeunes gens qui vont aller s'orienter ailleurs. Donc là, on a souhaité solliciter l'ensemble des établissements pour leur demander de travailler avec les établissements de formation une charte d'accueil pour essayer de mettre en œuvre un accompagnement qui soit quand même satisfaisant et qui ne dégoûte pas les jeunes gens qui se sont orientés vers cette profession. Et puis la communication, donc là nous sommes en train de travailler un outil de communication au sein de l'ARS pour justement ce que vous évoquiez tout à l'heure, avoir une communication qui soit positive, mais qui soit plus, pas forcément une communication en termes d'information. Ce qu'on retrouve souvent quand on va par exemple sur YouTube, on va trouver des films sur les aides-soignants qui sont olivipations. On va dire vous pouvez travailler dans tel et tel secteur, mais c'est plutôt de l'information, alors que là on souhaiterait faire plutôt une campagne de communication pour donner envie, donc avoir des images qui soient plutôt positives du métier. Et puis, on souhaite aussi organiser une journée professionnelle dédiée aux AS, parce qu'on a des journées qui sont dédiées aux infirmiers, qui sont dédiées aux cadres, mais on n'a pas, en tout cas en Bourgogne-Franche-Comté, parce que ça se fait en Alsace, mais chez nous ça ne se fait pas, d'organiser des journées professionnelles dédiées aux aides-soignants. Et là, on le ferait plus par territoire pour éviter qu'il n'ait beaucoup à se déplacer. Je peux passer la diapositive suivante. Merci. Donc les leviers qui nous restent vraiment à mobiliser là aujourd'hui, c'est effectivement les financements, parce que c'est quand même un frein pour certains. C'est dommage d'arriver jusqu'à l'entrée en formation, et là par exemple quand on a fait le bilan avec les établissements sur le nombre d'entrées, moi j'ai un grand nombre de directrices qui m'ont dit on les avait en formation mais ils sont partis parce qu'ils n'ont pas de financement. Donc, c'est quand même un petit peu dommage. De développer aussi la formation professionnelle, donc là en sollicitant aussi les OPCA et les OPCO par rapport à la formation professionnelle. Mais bon, aujourd'hui c'est quand même une urgence, en tout cas par rapport à cette profession-là, je pense qu'il y a vraiment urgence. Est-ce que vous pensez que dans le cadre du financement justement, il serait envisageable d'utiliser les fonds issus du PIC, le plan d'investissement compétences? Parce que c'est quand même une enveloppe assez conséquente, environ je crois 15 milliards d'euros sur 5 ans, pour former des salariés et pour ramener des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Est-ce que dans ce cadre-là, vous y réfléchissez? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Par quel biais? Est-ce que par exemple nous, via l'OPCO Santé, il serait possible de voir pour mobiliser ces fonds justement pour former des aides-soignants ou même d'autres professions comme des idées? C'est déjà fait aujourd'hui. Je veux dire ça, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, pour la formation par exemple des aides-soignantes, aujourd'hui, j'ai dit que Pôle emploi avec le côté du conseil régional, on finançait des formations d'aides-soignantes, d'auxiliaires, d'ambulanciers. C'est dans le cas des fonds propres, mais dans le cas du PIC aussi. Voilà, aujourd'hui, le PIC, vous avez bien dit, c'est pour permettre effectivement des personnes éloignées de l'emploi, d'acquérir des qualifications. C'est bien là l'objet, effectivement, de ce plan d'investissement dans les compétences. Donc ça se fait déjà. Maintenant, pour ce qui nous concerne, le PIC n'a pas pour objet d'aller financer des formations de ceux qui sont dans l'emploi.
faut qu'on soit clair. Non, je précise bien tout ce qui est... Je sous-entendais évidemment, dans mon esprit, c'était par rapport aux demandeurs d'emploi. Oui, mais on est bien dans le cadre des objectifs visés par... Mais le problème, parfois, on a des jeunes gens qui ont déjà des qualifications. Et c'est vrai que la prise en charge, elle va se faire essentiellement sur les gens qui n'ont pas de qualification. Et là, il va falloir on a un délai de carence de 2 ans, c'est-à-dire que sinon la prise en charge est refusée. Et donc c'est gênant. L'exemple que vous donniez tout à l'heure, de cette personne-là qui avait un master, même si elle souhaite faire la formation, elle ne va pas forcément être prise en charge si elle vient d'avoir, dans les 2 ans, elle a eu une qualification. Elle aura un refus de prise en charge bien souvent. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit peu limitant pour des gens qui veulent changer de voie, parce qu'ils se rendent compte que tout compte fait, ce qu'ils ont choisi, il n'y a pas d'emploi. Je vais nuancer celui qui a eu un master. Aujourd'hui, les prises en charge, que ce soit en frais pédagogiques, en rémunération, je ne parle pas de ceux qui sont indemnisés par rapport à les droits chômage. Aujourd'hui, le mot, c'est répondre aux besoins du marché. Aujourd'hui, on met en place des actions. Donc, cette personne-là qui a eu une qualification, un master, je ne sais pas encore, on disait tout à l'heure en musicologie ou tout ce que vous voulez, si aujourd'hui j'ai des besoins du marché par rapport à des aides-soignantes, cette formation-là sera prise en charge. Alors, je lui donne votre adresse. Ouais. Parce que je la connais. Oui, non, mais... J'en ai parlé longuement avec la directrice qui était complètement dépitée qu'une personne soit refusée. Non, mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai souvent coutume de dire, il y a la loi et l'esprit de la loi. Mes agents font la loi, je fais l'esprit. Mais ce n'est pas du détournement de dispositif. Mais aujourd'hui, on finance des formations d'aides-soignantes ou d'infirmières, tout ce qu'on veut pour les personnes qui étaient demandeurs d'emploi. La notion de, je dis aujourd'hui par rapport au PIC, pour parler du PIC, en termes d'objectifs, c'est 65% de demandeurs d'emploi non qualifiés. Donc il y a 35% de demandeurs d'emploi non qualifiés, de facto. La cible, c'est bien ça, par rapport aux objectifs du PIC. Donc, dire à cette personne-là qu'elle a déjà une qualification qui ne correspond pas aux besoins du marché, donc elle ne peut pas être qualifiée, c'est faux. Je le dis, c'est tout, c'est faux. Si aujourd'hui j'ai besoin d'être aide-soignante, si j'ai fait un master de biologie ou autre chose, on ne peut pas là, il y a un besoin sur le marché, on formera par rapport à ce besoin sur le marché. Donc il faut qu'ils interpellent de nouveau Pôle emploi. Non mais je vous allez avoir plein de demandes. Non mais moi directement non. Je traiterai pas. Non mais c'est le sujet qu'on a eu. Vous le savez, dans la région, on a eu le sujet de la formation des infirmiers qui a fait un pataquès il y a 2 ans ou 3 ans parce qu'il y en avait qui étaient indemnisés et à la fin n'avaient pas l'allocation de fin de droit. Pourquoi ça fait du bruit. Il y a 3 ans, ça s'est traité dans le bureau de la préfète de l'époque. Pourquoi? Parce que pour être indemnisé, c'est pour ceux qui avaient déjà l'allocation, pour avoir l'allocation de fin de droit, c'est-à-dire quand on a fini tous ces droits, il fallait que le métier soit inscrit dans la liste des métiers en tension. Le sujet était là. En ce moment-là, donc le métier d'infirmier était inscrit. Il a fallu quelques échanges, quelques discussions. Il a fallu que la presse passe par là. Mais enfin, voilà, moi je vous dis c'est quoi le principe. Je ne connais pas le détail du dossier. Non, mais soyons clairs. Monsieur le maire m'a dit que c'est oui et tout. Non, je ne connais pas le détail du dossier de cette personne-là. Voilà, vous peut-être pas aussi. Mais sur les principes, on ne peut pas opposer à quelqu'un. Si quelqu'un aujourd'hui a une qualification dans un métier en tension, je précise, dans un métier en tension pour lequel il a des besoins, il ne veut pas aller chercher là et il va aller créer autre chose, on peut lui dire, allez d'abord chercher le boulot où on cherche du monde et vous avez la qualification. Ouais, c'est ce qu'on disait pour les kinés qui on est bien d'accord, voilà, c'est ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Oui, non, mais... Juste une petite précision sur la promotion professionnelle, les efforts des établissements et des OPCO. À le cas Act'Alliance, puisque on a débloqué 4 millions d'euros pour les formations sanitaires et médico-sociales à raison de 80-20, je crois, 80 pour le sanitaire et 20% pour le médico-social.
Et dans ces petits chapeaux, on a débloqué 70% pour des niveaux 5, ex-niveau 5, puisque maintenant c'est niveau 1. Et on se bat énormément aussi pour avoir des fonds CNSA, par exemple, ou des fonds européens, en complément pour alimenter les formations. L'argent de la formation professionnelle se raréfie, alors la faute à qui, c'est pas le débat aujourd'hui, hein, mais il y en a de moins en moins, il faut le savoir quand même. Les OPCA sont de plus en plus sollicités, il y a de moins en moins d'argent. Donc voilà, mais on a fait l'effort de 4 millions d'euros, ce qui est quand même sur le plan national. Et on a eu du mal, je crois, à remplir sur... pour vous, c'était le niveau 1 pour le médico-social, sur les directeurs... Je suis plus dans le médico-social, M. Chaillot. Comment? Je suis plus dans le médico-social. Oui, non, mais... C'était pour les directeurs d'établissement, parce qu'il y a aussi une pénurie de directeurs d'établissement dans le médico-social. On a eu du mal à remplir cette enveloppe. Voilà. Juste une petite précision sur les efforts de la branche, on va dire. C'est conclure, Mme Simon. Donc, oui, donc la promotion professionnelle, on vient d'en parler. Et il y a aussi quand même un levier qui nous semble intéressant, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, hein, c'est le processus de sélection, et entre autres pour favoriser l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les personnes qui souhaitent entrer en apprentissage, elles vont avoir le même dispositif de sélection que les autres. En tout cas dans le sanitaire, hein, puisque dans le médico-social, il procède différemment. Et donc, nous, en tout cas, ce qu'on a fait remonter au niveau du ministère, c'est notre souhait que cette sélection-là, elle soit différente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne va avoir un employeur qui veut bien l'accompagner dans l'apprentissage, il y a une sélection qui soit à part pour ces personnes qui seraient déjà identifiées. Alors que là, déjà, elles se présentent toutes au concours et ensuite, après, voilà. Et donc, on va avoir des personnes qui ne peuvent pas rentrer, qui sont sur liste complémentaire, qui voudraient faire de l'apprentissage et qui ne peuvent pas en faire. Donc, en fait, on a aujourd'hui un grand nombre d'entreprises qui seraient d'accord hein, pour prendre des apprentis. Mais par contre, on n'a pas de jeunes gens qui veulent faire dans les gens qui rentrent en formation. Voilà. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à différencier les deux modes d'entrée. Et donc ça, on l'a fait remonter au niveau du ministère en disant que c'était quelque chose qui était essentiel. Alors là, j'ai rencontré, moi, et je voulais vous donner ça aussi tout à l'heure, pour le CFA Hors les Murs, hein, qui est la structure sur la Bourgogne-Franche-Comté qui accompagne les personnes en formation par apprentissage et qui est assez ouvert hein, pour justement répertorier toutes les entreprises qui sont preneuses de personnes en formation par apprentissage. Il ne faut surtout pas se tromper sur le casting dans l'apprentissage. Comment vous dites? Je dis, il ne faut surtout pas se tromper dans le casting lorsqu'on recrute un apprenti. Oui, ça, c'est important, c'est un peu comme la VAE. Quand on choisit la voie de la VAE, il faut bien réfléchir, bien préparer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un échec en VAE. Ah oui, et pour l'apprentissage, c'est la même chose. Et je vous renverrai à notre étude sur l'apprentissage. Il faut une entreprise engagée, il faut un apprenti, un apprenant engagé, il faut aussi un tuteur engagé. Et ça, c'est les 3 conditions pour qu'un apprentissage soit réussi. Tout à fait. On a fait une étude sur l'apprentissage dans la branche. Je vous invite à la télécharger. Mais c'est vrai que c'est véritablement un levier qu'il faudrait qu'on actionne beaucoup plus, hein, l'apprentissage. Mais je pense qu'on est quand même limité là par des textes et voilà, charge à nous aussi de les faire évoluer. Avec la réforme de l'information, je pense que l'apprentissage va prendre j'espère tout du moins un nouveau tournant. Ouais. Faut espérer. Et que l'apprentissage, ça sera plus la voie par défaut, on va dire. Mais c'est vrai que le sanitaire, on pâtit un peu de de nos métiers réglementés, hyper réglementés. Hein. Et donc, effectivement, avec des sécurités comme ça qui ont été mises et qui limitent les accès. Donc voilà, en tout cas, pour le métier de soignant, c'était un petit exemple que je vous donnais là. On a essayé, en tout cas, d'activer tous les leviers qu'on avait autour de nous et on continue à le faire parce que, on pense que c'est quand même quelque chose de prioritaire aujourd'hui et je pense que si on continue à creuser ce déficit en aide-soignant, on va avoir des structures qui vont être en très 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 grosse difficulté. Et là, je pense que
Parcoursup, cette année, en tout cas, ça ne nous a pas aidé sur cette difficulté-là. Vraiment pas. Le métier d'aide-soignante, l'inscription pour l'aide-soignante, pour IDE par contre, à Parcoursup, c'était publicité par je ne sais plus quel nombre, un nombre énorme de... 1 million. Oui, c'était énorme. Hein. Plus gros. La première filière. Alors en premier, deuxième, troisième choix, peu importe. C'est énorme. Hein. Nous, on a eu un peu, dans les CEV, là, les commissions d'examen des choix des jeunes gens, là, on avait un nombre de candidatures. Ben oui, c'est rassurant d'avoir quand même et puis je pense que le métier intéresse. Il y avait cet effet d'annonce. Le concours, il n'y avait plus de concours. Quoi. Ouais. Et donc les gens qui voulaient rentrer précédemment en formation infirmière, il fallait quand même qu'elles se présentent au concours. Et là, il n'y avait plus de concours. Donc pour eux, mais bon, bah oui, bien sûr. Ah bah bien sûr. Mais ça, les jeunes gens ne savaient pas. Hein. Voilà, donc. Par contre, je ne sais plus qui parlait de la motivation tout à l'heure, hein, mais je pense quand même que les entretiens que nous réalisions précédemment pour l'entrée en formation, ils étaient quand même importants, justement pour arriver à évaluer, c'est vous qui parliez de la motivation, pour évaluer quand même cette motivation et puis faire la part des représentations erronées du métier. Pour voir si la personne allait vraiment continuer. Parce que là, le risque qu'on a avec ce type d'entrée, c'est qu'à la fin du premier stage, on a des jeunes gens qui vont nous dire écoutez, moi, ça ne me convient pas. Quoi. Donc le problème, c'est que les trous dans la raquette qu'on va avoir là, ils vont durer 3 ans. Et donc, on ne pourra pas redresser la barre avant 3 ans. On a une idée dans Lyon, j'allais dire, pour les aides-soignantes, ceux qui arrêtent leur étude en cours de cursus et les raisons de ces arrêts de l'étude. C'est ce qu'on retrouve là, hein, principalement. Hein, oui, ça va être une difficulté, soit d'accompagnement pendant leur stage, ou alors des personnes qui ont, alors il n'y a pas forcément des difficultés au niveau des stages, mais qui n'ont pas forcément travaillé leur projet. Alors l'Observatoire pourrait être présent dans l'ensemble des régions maintenant, sauf une, pour l'élaboration des schémas sanitaires et sociaux, avec les conseillers régionaux. On retrouve un peu ce que vous venez de nous dire dans l'ensemble des conseillers régionaux, je veux dire, en termes d'efforts. Alors c'est très disparate, hein. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins et tout. Par contre, un dénominateur commun, c'est le casting et c'est l'information avant de rentrer en études. Et ça, je pense que l'IFSI de Montpellier de Castelnau le fait très bien. Je pense que c'est une chose super importante. Ce qui n'était pas il y a quelques années, on le faisait beaucoup moins que maintenant. Merci Madame Simon pour cette intervention. Merci. Peut-être que je propose à Frédéric de faire un petit mot de conclusion, mais s'il y a des questions, on peut après continuer. Moi j'ai juste une question. Monsieur Gauthier, vous avez une contrainte. Je ne vais pas tarder, je le prête. J'ai juste une question très courte. La pénurie aujourd'hui d'aides-soignantes, on a vu des taux de réussite au diplôme qui ont explosé dans certaines régions. Alors la question est polémique, hein, vous le comprendrez. Est-ce qu'on ne risque pas, est-ce qu'on ne risque pas, pour des raisons de pénurie d'aides-soignantes, d'avoir des diplômes, alors je ne veux pas dire au rabais, comment? Non. Mais voilà, un peu... Une baisse de la qualité des étudiants formés. Voilà. Ça veut dire poliment. On va dire poliment et voilà. Mais c'est volontairement polémique parce qu'il y a certaines régions où vraiment le taux de réussite soignante est vraiment en hausse. D'accord. Moi, j'ai été directrice des instituts de formation pendant un certain nombre d'années. Par rapport à cela, je suis assez sereine, c'est-à-dire que, alors je vous parlais des sécurités liées à la protection des métiers sanitaires, et je pense qu'on est quand même encore, heureusement, dans des exigences par rapport aux attendus qui, à mon sens, ne diminuent pas. Même si au niveau des formateurs, effectivement, on se rend compte qu'on va devoir apporter des choses supplémentaires parce que les niveaux des personnes qui arrivent, par exemple, je pense à la formation infirmière, on va avoir des jeunes gens qui ont le baccalauréat
baccalauréat qui arrivent et qui ne savent pas faire une règle de 3. Hein. Donc des choses où on va être obligé de reprendre, même au niveau du français, hein, des choses où on est obligé de faire un peu du soutien par rapport à des exigences que l'on a. Et en tout cas, pour l'accompagnement jusqu'au diplôme d'État, on a encore quand même des échecs. En tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez par exemple là sur la formation infirmière, on ne va pas diplômer 1350 candidats tous les ans. Là, par exemple, sur le jury de juillet, on arrive à peu près à 1000 candidats. On a plusieurs sessions dans l'année, mais vous voyez, on n'a pas des taux qui sont augmentés parce qu'on a besoin. C'est rassurant, bien sûr, parce qu'on est quand même aussi conscient des risques, et c'est une profession qui demande des capacités, des compétences. C'est peut-être là aussi que c'est problématique aussi de trouver des personnes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut quand même s'assurer que les personnes qu'on recrute sont des personnes qui sont compétentes. Et normalement, vous avez raison, hein, ce n'est pas des personnes qu'on va retrouver à Pôle emploi. Si jamais on les retrouve à Pôle emploi, c'est que souvent il y a un problème. C'est pas les bons qu'on retrouve à Pôle emploi, parce que les bons, on les connaît, et dans un même secteur, on sait qui est bon, qui ne l'est pas. Et on sait vers qui on se retourne quand on a besoin d'un candidat. Bien sûr. Moi, quand j'étais directrice des soins et que je recrutais, c'est vrai que quand je posais la question à Pôle emploi, il y avait parfois des personnes qui étaient là, mais c'était toujours les mêmes. Hein.